Bonjour à toutes et à tous, comment ça va mes petits accros de la justice? Oui, je vous ai trouvé un nouveau surnom, j'espère qu'il vous convient. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire? Il y a quelques mois, je vous ai raconté l'histoire de 3 accusés qui avaient choisi de se représenter eux-mêmes, et est-ce que vous vous souvenez à quel point c'était une catastrophe pour eux? Aujourd'hui aux États-Unis, on peut choisir si on prend un avocat ou pas, mais ça n'a pas toujours été le cas. Avant 1963, il fallait répondre à des critères hyper précis pour avoir le droit à un avocat commis d'office si on n'avait pas les moyens de s'en payer un. Mais tout a changé en 63 grâce au combat acharné d'un seul homme, Clarence Earl Gideon. Et c'est son histoire extraordinaire que je vais vous raconter aujourd'hui. Ou comment un homme ordinaire, qualifié en son temps de loser multirécidiviste, a lutté pour sa liberté et a ainsi changé à jamais la justice de son pays, tout seul, depuis sa cellule de prison. Oui. Alors installez-vous bien confortablement et quand vous êtes prêts, c'est parti, on y va, générique. Please raise your right hand. Do you solemnly swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this matter here today? Your Honor, I'm going to object on hearsay. That's basic law. Telling me I'm a suspect in the murder of my wife and my child? Juror badge number 18. Are these your true and correct verdict? I don't know if you've seen anybody be killed, but it's upsetting. And would you please poll the jury? Notre histoire débute le 3 juin 1961 à Panama City en Floride. L'été n'a pas encore débuté, mais il fait déjà plus de 30 degrés dans ce coin du sud des États-Unis et un homme s'apprête à être arrêté pour la 4e fois de sa vie. La piscine de Bay Harbor vient d'être cambriolée. Quelqu'un est entré par effraction, a vidé la caisse et est reparti aussi avec quelques bières et quelques bouteilles de coca. Pourquoi le coca? Écoutez, je ne sais pas. Peut-être qu'il avait chaud. Par chance, il y a un témoin qui a vu un homme fuir la scène, bouteille de vin à la main avant de sauter dans un taxi, et cet homme, il le connaît, il s'appelle Clarence Earl Gideon. Gideon, c'est le papa dévoué de 3 enfants, mais c'est aussi un homme pauvre, un vagabond, accro au jeu, qui a déjà fait de la prison 3 fois dans sa vie, entre autres pour vol. Alors vous imaginez bien que sa parole, elle va pas peser très lourd face aux témoins du cambriolage. Il est donc arrêté, mais il plaide non coupable. Alors évidemment, je pense que je vous l'apprends pas, à l'époque il n'y a pas de caméra de surveillance, on n'utilise pas encore non plus l'ADN pour identifier les suspects, par contre ça fait belle lurette qu'on sait parfaitement utiliser les empreintes digitales. Mais bon, pourquoi se faire chier à aller collecter et comparer des empreintes digitales quand on a un témoin oculaire? D'autant que le témoignage ici, il a été répété sous serment, et comme chacun le sait, une personne qui a juré sur la Bible de dire toute la vérité, rien que la vérité, elle peut pas mentir. Donc aux yeux de la police et de l'accusation, on est sur un témoignage ultra fiable. C'est donc sur ce seul et unique témoignage que repose tout le dossier de l'accusation, qui est représenté par le procureur William Harris. Et du côté de la défense, Clarence Gideon, lui, il est représenté par personne. Il n'a pas les moyens de se payer un avocat, donc il en a demandé un commis d'office, mais ça lui a été refusé. Comme je vous le disais dans l'intro, à l'époque, il fallait répondre à des critères très précis pour avoir le droit à un avocat commis d'office, et en plus ça changeait d'un état à l'autre ces critères. Et en l'occurrence, en Floride, dans l'état où est jugé à ce moment-là Clarence Gideon, il faut soit être accusé d'un crime grave et risquer la peine de mort, soit avoir par exemple une infirmité ou un problème de santé mentale prouvé qui empêche de se représenter soi-même. En dehors de tous ces cas-là, tous les autres se démerdent. Clarence Gideon est donc contraint et forcé de se représenter lui-même face au juge Robert McCrary et au juré. Il dira plus tard qu'il était complètement terrifié à l'idée de présenter son cas lui-même, parce que oui, il était déjà allé en prison, mais en fait les autres fois il avait plaidé coupable, donc c'est la première fois de sa vie qu'il se retrouve comme ça, tout seul face à un juge et des jurés dans un tribunal. Et c'est donc la peur au ventre que Gideon se défend de son mieux, il se donne à fond pour interroger le témoin oculaire et plaider son innocence face au jury composé exclusivement d'hommes, puisque même si en théorie les femmes ont le droit d'être jurées déjà à cette époque, elles sont quasiment jamais sélectionnées et il faudra attendre 1975 pour que ça devienne illégal d'exclure les femmes des jurys. Gideon donne tout, il fait le maximum pour se défendre, mais il n'arrive pas à convaincre les jurés de son innocence. Il est reconnu coupable à l'unanimité et condamné à 5 ans de prison ferme. Alors au départ, Gideon, les premières semaines, il va accepter son sort, lui il sait qu'il est innocent, c'est injuste cette décision, mais bon, que voulez-vous, c'est la vie. Et puis rappelons qu'il a déjà fait le tour de 3 prisons, et il trouve que celle-là, franchement, ça va, il a des bonnes conditions. C'est pas moi qui le dis, c'est lui, hein. Il peut y travailler comme électricien, c'est un job qu'il kiffe, et donc il se fait petit à petit à sa nouvelle vie de prisonnier. Mais bon, quand même, plus le temps passe, plus Clarence Gideon, il est tourmenté quand même par le verdict qu'il a reçu.
Parce que lui, il est innocent, il le sait, et il se dit quand même, si j'avais eu un avocat, c'est sûr j'aurais pas été condamné. Et comment est-ce qu'on peut dire aux États-Unis, le pays de la liberté, que la justice est efficace, égalitaire et équitable si une personne pauvre n'a pas réellement les mêmes droits qu'une personne riche? Bon, ce sentiment d'injustice chez Guy Deon, il va s'amplifier au fil des semaines, jusqu'au jour où on lui apporte une pile de documents à signer dans sa cellule. C'est quoi ces documents? Eh bien ce sont des papiers en provenance de l'État qui lui demandent de bien vouloir renoncer à ses droits parentaux sur ses 3 enfants. Parce que bon, vu qu'il est en prison, autant que ses enfants ils soient adoptés par quelqu'un d'autre. Tant qu'à faire. Alors comme on peut l'imaginer, évidemment c'est un sacré coup pour Guy Deon, qui se dit « Non, là c'est trop, ma liberté, ok, mais pas mes enfants ». Il va évidemment refuser de signer ses papiers, et puis il va se rendre à la bibliothèque de la prison, et il va commencer à étudier la loi américaine. Je rappelle que Guy Deon c'est quelqu'un qui n'a pas ou peu d'éducation, qui a évidemment jamais étudié le droit, mais ça ne l'arrête pas, il se dit « Bah écoutez, puisque personne ne m'aide, je vais le faire tout seul, je vais peut-être trouver un truc, une astuce, je sais pas, qui va me permettre de sortir, de faire valoir mes droits ». Et qu'est-ce qu'il découvre, notre ami Guy Deon? Eh bien, il découvre que dans le 6e amendement de la Constitution, il est précisé que tous les citoyens ont le droit à un procès équitable. Et là, il se dit « Ouais, mais est-ce qu'on peut avoir un procès équitable si on n'a pas le droit à un avocat? Est-ce que c'est vraiment équitable, puisqu'on a un citoyen lambda face à quelqu'un qui connaît la loi dont c'est le métier ?» Et puis je vous l'ai dit, cette histoire de critères pour définir qui a le droit ou non à un avocat commis d'office, ça se fait par État. Et peut-être que dans un autre État, Guy Deon aurait eu le droit à cet avocat. Donc là, on est sur une loi de la Floride qui l'empêche d'avoir un procès équitable. Or, en feuilletant comme ça, nonchalamment, la Constitution américaine, Guy Deon y tombe sur le 14e amendement. Et qu'est-ce qu'il dit cet amendement? Eh bien qu'aucun État ne peut imposer une loi qui prive les citoyens de leurs droits tels qu'ils sont définis dans la Constitution. C'est-à-dire que tous les droits qui sont définis dans la Constitution surpassent les lois des États. Est-ce que vous voyez le truc venir? Est-ce que vous voyez comment potentiellement ces 2 amendements vont pouvoir aider Guy Deon à sortir de tout ça? Pour lui en tout cas c'est ultra clair, il a été condamné à cause d'une loi de Floride qui n'est pas légale si on en croit le 14e amendement. Ni une ni deux, Guy Deon il s'arme d'un papier et d'un crayon et il se met à écrire une jolie lettre le 30 octobre 1961 à la Cour suprême des États-Unis pour expliquer un petit peu sa situation. La Cour suprême, c'est la plus haute juridiction aux États-Unis, c'est elle qui va dire si les lois et les actions des États et du gouvernement respectent bien la Constitution. Donc il n'y a pas plus haute institution que ça, et une loi qui est définie par la Cour suprême, eh bien elle est irrévocable. Donc Guy Deon, il explique un petit peu son histoire, il pose sa lettre, et puis il croise bien fort les doigts parce que, en réalité, il sait même pas si quelqu'un va la lire, sa lettre. Et pourtant, la Cour suprême reçoit ce courrier, le lit, trouve cette situation complètement scandaleuse, et paf, il change la loi. Et non, oh surprise, le sort d'un prisonnier multirécidiviste, ils en ont absolument rien à foutre, et Guy Deon est informé par un joli retour de lettre que sa demande est rejetée. Alors à ce moment-là, je pense qu'il y a plein de gens qui se seraient dit, bon bah ok, tant pis, j'ai tenté, ça marche pas. Mais Guy Deon, lui, il se dit pas ça. Lui, il se dit, je suis un peu sur mon truc, je trouve quand même que ma situation, si on regarde les 2 amendements de la Constitution, je trouve qu'il y a un problème. Donc en fait, la Cour suprême ne peut que être d'accord avec moi. Donc s'ils sont pas d'accord, c'est qu'ils ont pas bien compris. Donc j'ai pas dû bien expliquer. Guy Deon, fallait pas lui demander de jouer les avocats en premier lieu, maintenant il y a plus rien qui l'arrête. Et donc en suivant sa logique, Guy Deon, il va réécrire à la Cour suprême début 62, et cette fois-ci, il se lâche. Il écrit 5 pages, le mec, il rentre dans tous les détails, il explique bien ses histoires d'amendements et tout, et il veut être sûr que la Cour suprême, cette fois-ci, elle va bien comprendre ce qui se passe. Et visiblement il avait raison, Guy Deon, parce que cette fois-ci, ça marche. Le 4 juin 1962, la Cour suprême annonce qu'elle est ok pour écouter l'histoire de ce prisonnier, et pour être sûr que tout soit bien fait dans les règles cette fois-ci, eh bien elle assigne à Guy Deon un avocat commis d'office qui s'appelle Ebb Fortas. At the time, I knew only that Gideon had been convicted of a felony in the Florida state courts, and that the issue involved was the right to counsel. C'est l'État de la Floride qui est directement mis en cause dans cette affaire, donc la Floride va envoyer son propre avocat pour la défendre, et il s'appelle Bruce Jacob. We argued in the United States Supreme Court that historically the Sixth Amendment right to counsel meant only that you had the right to have counsel at your own expense. It did not include the right to have counsel appointed for you at state expense. We pointed out further to the Supreme Court that throughout history the states have always had the power to enact or adopt their own rules of procedure in criminal trials, and we said that if they should require an absolute rule, if they should adopt an absolute rule requiring the appointment of counsel in all criminal cases, this would be intruding upon an area
traditionally and historically reserved to the states. On voit bien dans le discours de Bruce Jacob que le combat de Guy Deon, ça touche pas que sa petite personne, c'est beaucoup plus large que ça. Le débat ici, c'est est-ce que c'est aux États de décider tout seuls des conditions pour avoir un avocat commis d'office, ou est-ce qu'il doit y avoir une loi fédérale qui concerne l'ensemble du pays. Donc au final, à travers l'histoire d'un seul homme, c'est un sujet sociétal et complexe qui est traité ici. Et puis au-delà de cette question-là, le vrai fond du débat ici, comme c'est souvent le cas dans le système judiciaire américain, on l'a vu notamment avec l'affaire Bryan Kohberger, c'est cette notion de procès équitable qui est extrêmement importante pour les Américains. Le droit à un procès équitable, c'est dans la Constitution, 6e amendement, et est-ce qu'on peut avoir un procès équitable si on est trop pauvre pour se payer un avocat? Je sais pas ce que vous en pensez, moi ça me paraît assez évident que la réponse est non, mais bon. À l'époque, la question se pose. La décision que va prendre la Cour suprême sur cette histoire, elle va avoir des conséquences potentiellement bien plus importantes que juste l'affaire de Clarence Guy Deon, parce que s'il y a un changement de loi, potentiellement ça remettrait en question des milliers et des milliers de jugements, et ça pourrait donner un nombre incalculable d'affaires à rejuger, donc imaginez un petit peu la merde que ça peut être. L'avocat de Guy Deon, il va bien le défendre, il va donner pas mal d'arguments, et il va notamment donner en exemple une affaire dans laquelle un grand avocat de la défense a été impliqué, et ce qu'il nous explique, c'est que la première chose que cet avocat, pourtant émérite, a faite après avoir été inculpé, c'était de prendre un avocat. Et c'est la question qu'il va poser devant la Cour suprême, comment est-ce qu'on peut demander à un individu qui n'a aucune connaissance en droit de se défendre seul et trouver que c'est juste et équitable, alors que même un avocat, il a besoin d'un avocat. De son côté, l'avocat de la Floride, il a aussi de bons arguments évidemment, et par exemple, il va expliquer qu'en réalité, malheureusement, oui, une personne riche, elle aura toujours plus de moyens de se défendre qu'une personne qui a moins de moyens, et c'est pas juste une question d'avocat, nous dit-il. Parce qu'en plus d'un avocat, une personne qui a de l'argent, elle peut embaucher des détectives pour creuser d'autres pistes qui n'ont pas été creusées par la police, elle peut embaucher des experts, peut-être faire des analyses supplémentaires, et ça, quelqu'un qui a pas d'argent, il pourra jamais se le payer. Et donc même si on imagine que demain tout le monde a le droit à un avocat commis d'office payé par l'État, en réalité, pour que ce soit vraiment équitable, il faudrait que tout le monde ait le droit à un budget pour payer non seulement un avocat, mais aussi des experts, des analyses supplémentaires, etc., etc. Et ça, l'État n'aura jamais les moyens de le faire, donc on ne pourra jamais le faire. Donc de toute façon, le système ne peut pas être purement équitable. C'est comme ça, c'est la vie. Je fais une petite parenthèse, mais je trouve ça vraiment hyper intéressant et complètement fou de voir l'évolution de la justice en fait en 60 ans, parce que quand on voit aujourd'hui Bryan Kohberger qui a le droit effectivement à un énorme budget de plusieurs millions pour payer ses avocats, des experts, les détectives, les analyses, etc. Je trouve ça complètement fou de voir en très peu de temps finalement comment la justice a complètement changé. Bon, la Cour suprême, elle écoute tout le monde, et puis après ça, elle a pris grave son temps pour donner sa décision, quasiment 1 an, et c'est normal puisque comme je vous l'ai expliqué, c'est une décision qui va être lourde de conséquences potentiellement. Et c'est le 18 mars 1963 que la Cour suprême annonce que Guy Deon a raison, et qu'à partir de maintenant, tous les accusés ont droit à un avocat commis d'office payé par l'État s'ils n'ont pas les moyens de s'en payer un. From the very beginning of our nation, we have laid great emphasis on fair trials in which every man stands equal before the law. This noble ideal cannot be realized if a poor man charged with crime has to face his accusers without assistance. The right of a man to have a lawyer may not be considered essential in some countries, but it is in ours. Clarence Guy Deon a obtenu gain de cause, c'est super, sauf qu'en attendant, il est toujours en tôle, et il va falloir qu'il soit rejugé, ce qui va arriver quelques mois après l'annonce de la décision de la Cour suprême, et cette fois-ci, bien évidemment, il a le droit à un avocat. Et vous devinerez jamais ce qu'a découvert Fred Turner, l'avocat de Guy Deon, en préparant le procès, truc de ouf, mais en fait, le témoin oculaire, il était pas fiable. Et au passage, l'avocat, il a aussi trouvé plusieurs témoins qui contredisent la théorie de l'accusation, dont le chauffeur de taxi d'ailleurs, qui dit qu'il a effectivement pris Guy Deon, mais qu'il avait absolument pas ni de bouteille de vin, ni de bière, ni de coca à la main. Et cette fois-ci, Clarence Guy Deon, il est reconnu non coupable, et évidemment il est immédiatement libéré de prison, et ça prouve bien qu'il a eu raison de se battre, et que, effectivement, avoir un avocat, ça fait une sacrée différence. Pour la petite histoire, sachez que l'État de Floride a décidé d'appliquer cette nouvelle loi de façon rétroactive, et de permettre du coup, à tous les prisonniers qui souhaitaient, qui n'avaient pas eu d'avocat pendant leur premier procès, d'avoir un nouveau procès, avec cette fois-ci un avocat commis d'office. Et qu'est-ce que ça donne tout ça ? Seulement 1 an après le changement de loi, ce sont plus de 1200 prisonniers qui ont été reconnus finalement non coupables et qui ont été libérés, et ça c'est juste pour la Floride.
Il y a quand même une étude qui a été faite 2 ans plus tard pour estimer un petit peu le nombre de récidivistes parmi tous les gens qui étaient sortis, et en fait, il y avait que 13% de personnes qui étaient de retour en prison, ce qui est en plus hyper bas par rapport à la moyenne nationale qui est quasiment de 30%. Je trouve que quand on entend ces chiffres, on voit bien à quel point le système il était hyper injuste avant, et puis ça montre bien aussi, je trouve, comment, à sa manière, en refusant d'être puni pour un crime qu'il n'avait pas commis, Clarence Gideon, il a sauvé des milliers de vies, et peut-être même des millions, si on compte sur les 60 dernières années. To me, that was just common sense. There was no argument to it. It just a belief. It wasn't a belief to me. I mean, it was just something I noticed right. Le passage de cette nouvelle loi, ça a aussi fait évoluer d'autres lois, et notamment les droits Miranda. Vous savez, les droits Miranda, c'est le petit texte là que dit la police quand ils arrêtent un suspect, et c'est depuis ce changement de loi, cette loi Gideon, que la police doit informer maintenant chaque suspect de son droit à garder le silence, et de son droit à avoir un avocat s'il n'a pas les moyens de s'en payer un. Et c'est aussi depuis cette loi, et c'est important, que la police n'a plus le droit d'interroger un suspect qui a demandé un avocat. Ça, c'est un truc qui est devenu extrêmement important dans le système judiciaire américain, parce que typiquement, si les droits Miranda ils sont pas lus correctement, ou si on peut prouver que des policiers ont continué à interroger un suspect après qu'il ait demandé un avocat, ça peut faire un vice de procédure et tout peut être annulé. Donc vous voyez que les répercussions de toute cette histoire, elles sont complètement dingues et elles vont bien au-delà de l'histoire d'un seul homme. Et cette histoire, je la trouve extraordinaire parce que je trouve qu'elle montre bien comment un homme simple, considéré comme un rebut de la société quand même à son époque, a réussi à faire changer la loi de tout un pays, et au-delà de ça, il a aidé à mieux comprendre la notion d'équité, qu'est-ce que c'est que l'équité, et il a permis, comme ça, à toute une société d'évoluer. Je trouve ça complètement fou. Voilà les amis, c'était l'histoire incroyable de Clarence Earl Gideon, l'homme ordinaire qui a marqué à jamais l'histoire de la justice américaine. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager, pourquoi pas, et puis à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine histoire de procès ou de justice peut-être. Je sais pas, écoutez, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, à bientôt. Baby, you should know you're never safe. When you play these games, you get replaced. Baby, you should know you're never safe.